Pour les attaquants, seulement 6 joueurs ont reçu des votes. What's up tout le monde, c'est ton boy Max, bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux qui sont les 5 attaquants les plus importants dans la hiérarchie du Canadien de Montréal. J'ai fait un exercice très similaire avec les défenseurs il y a de ça quelques semaines et vous aviez été nombreux à répondre. Vous pouvez d'ailleurs aller écouter cette vidéo-là sur ma chaîne si vous le voulez après avoir écouté celle-ci. Et je trouve ça intéressant parce que les conclusions aux deux vidéos ne pourraient pas être plus différentes après les votes. Donc, votre perception des joueurs les plus importants en défense chez le Canadien de Montréal et des joueurs en attaque. Je vous rappelle que la question comprenait tous les défenseurs, tous les attaquants dans ce cas-ci, repêchés par l'organisation. Donc, ça peut inclure des joueurs qui ne sont pas encore avec l'équipe, qui ne sont pas encore avec le Rocket de Laval, qui peuvent être encore dans le junior, les rangs professionnels ailleurs dans le monde ou la NCAA. Et c'est là, justement, où les résultats sont complètement différents. Alors, donc, votre top 5, je vais également vous donner mes choix, qu'est-ce qu'ils sont aux mêmes positions. Donc, on regarde ça. Juste avant d'aller là, s'il vous plaît, faites plaisir à votre boy si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, aide ton boy à atteindre 5000 abonnés, s'il te plaît. Et également, juste pour vous rappeler, j'anime une émission de radio du lundi au vendredi de 10h à midi sur les ondes de BPM Sport, 91.9 à Montréal, 100.9 à Québec, 96,5 à Gatineau. Ça s'appelle Vanout en direct. Si jamais tu n'as jamais écouté ça et tu veux écouter de la bonne radio sportive, écoute ça. Et sinon, j'anime un podcast, ça s'appelle Le Combo. C'est disponible sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. C'est avec mon chum Gonzo. Donc, si jamais vous voulez aller vous abonner à la page YouTube de Mise au jeu et écouter notre podcast, c'est publié tous les vendredis aux alentours de 17h30. Donc, les 5 attaquants les plus importants de l'organisation du Canadien de Montréal, selon vous. La première observation qui est complètement différente par rapport aux défenseurs, c'est que pour les attaquants, seulement 6 joueurs ont reçu des votes. Ça vous donne une idée? Bon, c'est un petit peu un mensonge. Jesse Ylönen a reçu un vote de 5e place. Je ne sais pas qui a voté pour Jesse Ylönen. Si c'est toi et tu te reconnais, laisse-moi savoir pourquoi en commentaire, s'il te plaît. J'ai besoin absolument de réponses. Et pourquoi je dis que c'est complètement différent que du côté des défenseurs? Ben, chez les défenseurs, il y avait 11 joueurs différents qui avaient récolté des votes. Alors, du côté des attaquants, selon vous, du moins, beaucoup moins de profondeur que par rapport aux défenseurs. C'est pas mal tout le temps les mêmes joueurs qui revenaient à quelques différences près. Pourquoi quelques différences? Ben, je vais y aller avec les 2 mentions honorables. Les 2 mentions honorables? Oui, même s'il y a seulement 6 joueurs qui ont reçu des votes, il y a 2 mentions honorables. Pourquoi? Un nombre non négligeable d'entre vous avez voté pour le premier choix du Canadien au prochain repêchage. Évidemment, il s'agit de la sélection du Canadien, pas elle obtenue des Jets de Winnipeg en retour de Sean Monahan. Donc, je vous rappelle, le système de pointage, c'est la première fois que vous écoutez une vidéo de ce type-là avec moi. Donc, 5 points pour un vote de première place, 4 points pour un vote de deuxième, 3 pour un vote de troisième, 2 pour un vote de quatrième place et un seul point pour un vote de 5e place. Et ben, le premier choix au prochain repêchage, que combien d'entre vous assumez qui va être un attaquant, a reçu 22 points. Un vote de première place, un vote de deuxième place, un vote de troisième place, mais 10 points également de vote, donc 10 votes au total de 5e place, plus les 3 autres. Donc, vous êtes 13 personnes à avoir inclus le premier choix au total comme un des attaquants les plus importants. Ça m'a bien fait rire. La première fois que je l'ai vu quelqu'un mettre ça dans son top 5, ça m'a arraché un sourire. Puis quand j'ai vu que ça revenait aussi souvent, je me suis dit, coudonc, je vais l'inclure dans le système de vote parce que vous êtes plusieurs à l'inclure. Donc ça, c'est la mention honorable numéro 1. Et je comprends pourquoi. Kent Hughes a dit que ça allait être important pour lui de trouver du talent offensif l'été prochain. Il a dit dans son point de presse de mi-saison qu'il fallait passer à la prochaine étape du plan. Moi, je pense que ça passe par 2 choses. Ça passe par cet attaquant-là qui va être repêché, je l'espère, par le Canadien de Montréal lors du prochain repêchage. Moi, personnellement, je me croise les doigts pour Caden Lidstrom. Je ne suis pas le plus gros des experts en espoir, mais la carrure de ce gars-là, des Tigers de Medicine Hat, sa capacité à jouer au centre et à l'aile, le style de jeu également, un gars qui utilise ses atouts physiques. Moi, c'est le genre de gars que j'aimerais voir le Canadien de Montréal repêcher avec Dak, Slavkovski et ce gars-là. Là, tu commencerais à avoir un bon mélange de plus petits joueurs, plus rapides et talentueux et de gros bonhommes en attaque. Ça serait spectaculaire. Mais ça va être pour des vidéos un peu plus tard lorsqu'on va s'approcher du prochain repêchage. Donc, je pense que ça passe, oui, par ça,
Mais ça, c'est plus à long terme. À court terme, il faut aller chercher un attaquant top 6 cet été. Et quand on parle d'un attaquant top 6, mes respects à Kirby Dach et Alex Newhook, il faut quelqu'un d'un peu plus établi que ces deux gars-là lorsqu'ils se sont amenés à Montréal. Quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il peut être un joueur du top 6 et qui peut contribuer dès l'an prochain. Ça, pour moi, c'est les deux clés pour améliorer le top 6 du Canadien de Montréal en 2024-2025. Première mention honorable, donc, le premier choix au prochain repêchage. La deuxième mention honorable, il y a eu égalité entre deux joueurs au 5e rang. Par contre, un des deux joueurs a obtenu strictement des votes de 5e place. L'autre a obtenu des votes de 5e et de 4e place. Donc, moins de personnes ont voté pour l'un, mais quelques personnes l'ont placé plus haut. Et pour cette raison-là, j'ai décidé que le bris d'égalité, ça allait être le nombre de votes plus élevés qui ont été reçus. Et donc, la première mention honorable revient à Alex Newhook, qui est à l'extérieur du top 5, acquis par Kent Hughes l'été dernier dans une transaction avec l'Avalanche du Colorado. Il a reçu 29 points, tous des votes de 5e place dans le cas de Alex Newhook. Il faut dire que depuis son retour de blessure, Alex Newhook va quand même bien. Il a un respectable 22 points en 38 matchs cette saison. Donc, s'il avait réussi à disputer une saison complète, ça aurait été une quarantaine de points pour Alex Newhook, qui est quand même rendu à 23 ans. Je l'ai aussi à l'extérieur du top 5, Alex Newhook, pour être honnête avec vous, tout juste au 6e rang. Moi, je vois un excellent joueur de 3e trio en Alex Newhook. Excellent coup de patin. Peut-être la deuxième vague d'avantages numériques. Jusqu'ici, je ne suis pas convaincu. Est-ce que je peux me tromper? Définitivement. Ça arrive à tout le monde. Moi, par contre, je ne vois pas le même potentiel offensif que j'ai vu en Kirby Dach lors de sa première année à Montréal. Et pour cette raison, j'écarte Alex Newhook du top 5. C'est moi aussi une mention honorable dans mon cas. Alex Newhook. Lui qui est arrivé à égalité avec Alex Newhook, mais qui a obtenu des votes de 4e place, c'est Joshua Roy. Quelle première année chez les professionnels pour Joshua Roy. Il a obtenu 6 points pour la 4e place et 23 points de 5e place, un total de 29, égalité avec Alex Newhook, mais c'est lui qui prend le 5e rang. Que dire donc de cette première année chez les professionnels pour Joshua Roy à seulement 20 ans? 32 en 40 les points lorsqu'il a évolué avec le Rocket de Laval. Moi, je pense qu'il risque de retourner terminer la saison avec le Rocket de Laval. On a fait le travail administratif pour que ça arrive en l'envoyant de façon vraiment administrative à Laval à la date limite des transactions. Donc, rendu là, on va pouvoir prendre une décision à la fin de la saison si on le renvoie ou non. Moi, je le ferais personnellement. Surtout, en fait, ça va dépendre si le Rocket est éliminé carrément ou si on est en série. Le Rocket qui se bat présentement pour une place en série est à l'extérieur du portrait et veut y rentrer. Joshua Roy, c'est 9 points en 20 matchs au moment de l'enregistrement de cette vidéo depuis qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. La progression est intéressante. Le jeu est extrêmement intéressant du côté de Joshua Roy. Je pense qu'il a les habiletés pour être un joueur de top 6 et peut-être le 6e membre du top 6. Un gars qui peut amener de l'attaque, un gars qui peut atteindre peut-être du 50, peut-être du 60 points, je ne le sais pas, marquer une vingtaine de buts, tout en étant un joueur qui peut peut-être contribuer défensivement, être responsable. Ça reste à voir dans la Ligue nationale de hockey s'il va vouloir faire ça. Il l'avait fait avec Équipe Canada Junior, souvenez-vous. Il avait commencé le tournoi plus bas dans la hiérarchie, terminé le tournoi sur le même trio que Connor Bedard. Puis c'est lui un peu qui avait le rôle, moi j'avais surnommé ça, le rôle Jere Lehtinen. Pour les personnes là, qui sont peut-être dans la trentaine comme moi. Jere Lehtinen, à l'époque, avec les Stars de Dallas, lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley, il y avait un trio phénoménal de Mike Modano flanqué de Brettel et Jere Lehtinen. Évidemment, Brettel, jamais été reconnu pour sa défense. Mike Modano, un grand joueur de centre, mais Jere Lehtinen qui contribuait dans son prime à une trentaine de buts, une soixantaine de points. Il était en même temps un ailier incroyablement responsable, permettait aux deux autres de se concentrer sur l'attaque, lui aussi en obtenant, mais en jouant également défensivement. Il a d'ailleurs gagné au moins un trophée Selke, Jere Lehtinen. Il faudrait que je vérifie s'il en a gagné plus qu'un. Mais puis même, je me demande si ce n'est pas le dernier relié à avoir gagné le trophée Selke, Jere Lehtinen. Je vérifierai ça, puis je le laisserai là, en commentaire sur la vidéo, en note, ces statistiques pour ce qui est du trophée Selke. Écoutez, Joshua Roy, je pense pas qu'un jour il va être dans la catégorie de Jere Lehtinen, mais je veux juste dire dans le type de rôle. Sinon, il y a plusieurs qui mentionnent Tyler Toffoli. C'est intéressant également, Tyler Toffoli, comme comparatif pour Joshua Roy, dans ce qui est même un peu plus réaliste, disons ça ainsi. Moi, je suis impressionné. Écoutez, le 0,5 points par match jusqu'ici à 20 ans.
dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a rien à rougir pour Joshua Roy. Je comprends pourquoi il est inclus dans le top 5. Je l'ai également, moi aussi, au 5e rang. En 4e position, un joueur qui a reçu des votes à toutes les places. C'est donc dire que certains d'entre vous considèrent qu'il est l'attaquant le plus important dans la hiérarchie et ça va jusqu'à la 5e place. Ce qu'il a le plus reçu, ce sont des votes de 3e place, mais un autre joueur l'a quand même dévancé au classement. Donc, 5 points de première place, 24 points de deuxième place, 99 points de troisième, 62 points de quatrième place et 2 points de cinquième place. C'est Kirby Dach donc qui termine au 4e rang des attaquants les plus importants dans la hiérarchie du Canadien de Montréal, selon vous. Je vous avoue que j'ai Kirby Dach au 3e rang personnellement. C'est un joueur de centre. C'est un joueur pour qui ma prédiction pour 2023-2024, c'était une de mes prédictions audacieuses du début de l'année, c'est qu'il allait terminer avec plus de points que Nick Suzuki au classement. Bon. Est arrivée la blessure dès le début de la saison. Nick Suzuki a tellement progressé cette année que pour l'an prochain, je pense plus réellement que c'est une vraie possibilité. Est-ce que plus loin dans la carrière de Kirby Dach, c'est une possibilité? Oui, mais c'est sûr que ça peut être inquiétant, les blessures qu'il a subies ces dernières années. Gros bonhomme, joueur de centre, playmaker exceptionnel. Son rôle risque d'être strictement offensif. Pour que Kirby Dach soit un joueur d'importance, à mon avis, sur une équipe qui a du succès dans la Ligue nationale de hockey, il faut qu'il devienne un joueur de centre de 75 points et plus. Et moi, j'y croyais cette année pour Kirby Dach, pour être honnête avec vous. Est-ce que la blessure va ralentir la progression? C'est une réelle possibilité. N'en demeure pas moins qu'on va avoir besoin de réponses du côté de Kent Hughes et du Canadien de Montréal en ce qui a trait à Kirby Dach, parce que Nick Suzuki a prouvé une chose cette année. Il n'y a aucun doute qu'il est un joueur de centre, 1 ou 2, peu importe comment vous le voyez. On va en parler plus tard de toute façon de Nick Suzuki dans une formation capable de gagner la Coupe Stanley. Est-ce qu'on a le deuxième centre? Il est important, le deuxième centre. Moi, je pense que Kirby Dach peut l'être. Je pense que dans une situation idéale, il aurait un ailier gauche qui est aussi joueur de centre et donc qui peuvent s'alterner les mises en jeu. C'est quelque chose qui est de plus en plus commun dans la Ligue nationale de hockey. Et de toute façon, c'est la technique Lightning de Tampa Bay. C'est toujours mieux d'avoir plus de joueurs de centre et en faire jouer aux ailes. Et comme ça, quand tu as des mises en jeu importantes à gagner, ça aide. En plus que lui et Nick Suzuki sont tous les deux droitiers. D'avoir un gaucher, ça serait très important. Je reviens à Caden Lidstrom, le gros gaucher, qui pourrait peut-être remplir ce rôle-là éventuellement. Mais pour moi, Kirby Dach est extrêmement important au Canadien de Montréal. Et je crois qu'il aurait dû même être plus haut que le 4e rang. Je l'ai au 3e rang. Mais vous, il est votre 4e attaquant le plus important de l'organisation. Au 3e rang, et personnellement, c'est lui que j'aurais interverti avec Kirby Dach. Je l'avais 4e. C'est Cole Caulfield. Un peu comme Dach, il a reçu des votes à toutes les positions. Cole Caulfield illustrant un peu ces deux joueurs-là. À quel point, selon votre analyse des choses, il y a différentes façons de le voir. Cole Caulfield a quand même reçu 15 points de première place. 40 points de deuxième place. C'est là d'ailleurs où il a devancé Kirby Dach. Vous êtes plus à croire que Cole Caulfield peut être un joueur, le deuxième joueur le plus important du Canadien de Montréal. 78 points de troisième place, 64 de quatrième place et 3 petits points de cinquième place pour Cole Caulfield, ce qui lui donne un total de 200 points. Je pense qu'on est plusieurs cette année. En fait, non, je ne vais pas dire on parce que moi, personnellement, il est pas mal là où je pensais qu'il allait être. C'est-à-dire que Cole Caulfield a un talent sensationnel. Marquer des buts. Et cette année, il n'a pas été à la hauteur pour marquer des buts. En fait, au moment de l'enregistrement, à moins qu'il marque 4 buts dans ses 2 prochains matchs, regardez-le bien faire un tour du chapeau, prochaine partie, puis il rentre cette vidéo-là désuète avant même d'être publiée. Il va avoir un pire total qu'à son année recrue complète où il avait fait 23 buts en 67 matchs. Là, il approche du 67 matchs et il est seulement à 19. Il a démontré par contre sa capacité à fournir des passes, bonne création de jeu, bonne vision du jeu. Et donc, en termes de points, c'est très intéressant ce qu'il a fait Cole Caulfield cette année. Mais si Cole Caulfield veut être ce type de dynamo offensif-là, primordial à une équipe et pas juste un que quand va venir le temps de signer des gros contrats et tout ça qui va devenir un peu plus tassable facilement, il faut qu'il soit un gars de 40 buts, il faut qu'il soit un gars de 80 points saison après saison, particulièrement avec son statut un peu plus diminutif. C'est pas le gars qui va tuer des punitions, c'est pas le gars qui amène du jeu physique. Donc, faut qu'il soit la machine à scorer. Faut qu'il remplisse le filet et ça, à moins d'être Alex Ovechkin, il n'y a pas d'équipe dans la Ligue nationale de hockey qui font du buteur pur. Un des joueurs les plus importants, c'est un joueur qui est...
c'est un joueur qui a un rôle spécifique, c'est un joueur qui a un rôle spécifique important, mais de là à l'insérer dans un Big Three, exemple, dans un vrai noyau dur à l'attaque, moi, personnellement, je l'ai au 4e rang. Je ne dis pas que je ne crois plus en la capacité de Cole Caulfield d'être un gars de 40 buts. Je ne dis pas que je ne crois plus en la capacité de Cole Caulfield d'être un gars de 50 buts. Mais pour moi, il est moins important que d'autres joueurs en attaque chez le Canadien de Montréal. En deuxième position, et sans surprise, il est celui qui a volé le plus de votes de première place au gagnant. C'est Juraj Slafkovský, le premier choix au repêchage de 2022 du Canadien de Montréal. Progression phénoménale en deuxième moitié de saison pour Juraj Slafkovský. Après un début de campagne difficile, il est en train de démontrer qu'il peut être un ailier de gros gabarit, d'importance au sein d'une formation de la Ligue nationale de hockey. Slafkovský a reçu 90 points de première place, 160 de deuxième place. Vraiment identifié par la grande majorité d'entre vous comme le deuxième joueur en attaque le plus important chez le Canadien. 36 votes de troisième place, 36 points de troisième place, pardon, et 12 points de quatrième place. Personne ne l'a mis aussi bas que le 5e rang. Ça lui donne 298 points au total pour Juraj Slafkovský. J'ai hésité pendant un moment, personnellement, à le mettre au premier rang. Mais je suis d'accord avec vous, il est le deuxième joueur le plus important en attaque chez le Canadien de Montréal. À mon avis, c'est ainsi parce que combien d'équipes peuvent se vanter que le joueur le plus important en attaque, d'équipes gagnantes, je parle, d'équipes qui gagnent ou qui aspirent à une Coupe Stanley, combien d'équipes peuvent se vanter que le joueur le plus important est un ailier? Quand on regarde dans la Ligue nationale moderne avec le plafond salarial, quand on regarde dans les 10, 12, 13 dernières années, les Blackhawks de Chicago avec Patrick Kane, le contre-argument de plusieurs personnes serait que Jonathan Toews était autant, sinon plus important que Patrick Kane. Je pense quand même que Kane, c'est un gagnant du trophée Hart. Il a un des 3 Conn Smythe qui ont été gagnés lors des conquêtes de la Coupe Stanley. Personnellement, si j'avais eu le même exercice à faire avec les Blackhawks de Chicago de cette époque-là, je l'aurais peut-être mis devant Jonathan Toews, mais dans ce cas-là, c'était très égal. Si on regarde du côté de David Pasternak, du côté des Bruins de Boston, en ce moment, il est définitivement l'attaquant le plus important. Quand Patrice Bergeron était là, la question est bonne. La question mérite d'être posée également du côté de Pasternak. Nikita Kucherov à Tampa? Probablement que Nikita Kucherov, c'est plus définitif dans son cas qu'il est le joueur, l'attaquant le plus important du côté du Lightning de Tampa Bay. J'adore Braden Point, j'adore Steven Stamkos. Je pense que dans ce cas-ci, c'est un peu plus évident. Alex Ovechkin, avec les Capitals de Washington, les détracteurs d'Ovi vont dire que c'était Backstrom et Cousy, les joueurs les plus importants. Je pense que dans le cas d'Ovi, c'est un cas à part et qu'effectivement, il était l'attaquant le plus important du côté des Caps. Mais sinon, c'est extrêmement rare. Regardez les Kings de Los Angeles avec Andrzej Kopitar. Regardez présentement à travers la Ligue nationale de hockey, Nathan MacKinnon, Connor McDavid. C'est rare. C'est extrêmement rare que ce n'est pas un joueur de centre qui doit être ton attaquant le plus important. C'est la seule raison pourquoi j'ai Juraj Slafkovský au 2e rang. Mais sans dire qu'il a mis un terme, qu'il a mis au silence toutes les inquiétudes qui étaient sur lui, Juraj Slafkovský a répondu à beaucoup de questions. Je pense qu'il dans quelques saisons, il va être un attaquant extrêmement important en séries éliminatoires en raison de son gabarit. Il semble commencer à prendre goût au jeu physique. Ça, c'est très intéressant également. Mais même sans nécessairement être celui qui donne les plus grosses mises en échec, il l'utilise extrêmement bien. Il utilise extrêmement mieux son corps le long des rampes en protection de rondelles. Et particulièrement, si on ne réussit pas à aller chercher un autre gros attaquant, comme je parlais de Caden Lidstrom, son rôle en tant que gros bonhomme va être encore plus important. Juraj Slafkovský, votre deuxième attaquant le plus important du Canadien. Et en première place, est-ce qu'il y avait vraiment des doutes? C'est Nick Suzuki qui frôle le point par match cette saison, qui pour moi a vraiment mis un terme. Je disais que Juraj Slafkovský n'a pas mis au silence tous les doutes placés en lui. Personnellement, Nick Suzuki a mis au silence tous les doutes que moi j'avais en lui au début de la saison. Je vous pose la question, laissez-moi savoir en commentaire, vous, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Est-ce que Nick Suzuki est un vrai premier centre dans la Ligue nationale de hockey? Vous pouvez aller l'écouter sur ma chaîne. Pour moi, il n'y a plus de doute que Nick Suzuki l'est. Pourquoi? Il frôle le point par match sans avoir les ailiers les plus optimales à ses côtés, sans évoluer au sein d'un avantage numérique avec des joueurs aussi dangereux qu'on peut en trouver ailleurs dans la Ligue nationale. Pour moi, il ne fait aucun doute que l'année prochaine, l'autre d'après, sur une période de 5 ans, bien entouré, Nick Suzuki peut être année après année un gars d'un point par match dans la Ligue nationale de hockey, qui sait, peut-être même aller toucher à la tranche des 90 points, et tout ça en étant un attaquant défensif exemplaire. Je trouvais qu'on exagérait les capacités de centre dans les deux sens de la patinoire de Nick Suzuki ces dernières années. Cette année, il a accompli ce potentiel-là. Les statistiques avancées le démontrent. Récemment, dans un match face aux Maple Leafs de Toronto, lorsqu'il était sur la glace à 5 contre 5 contre Auston Matthews, Auston Matthews a réussi un tir au but
Et c'était pas un réel tir au but. Il était à la ligne bleue, il a déposé ou presque la rondelle en fond de territoire du Canadien. Ça s'est retrouvé sur Monty et il est allé changer. Évidemment, il n'est pas le seul responsable d'être capable de contenir Austin Matthews comme ça. Mais écoutez, tenir un joueur qui va peut-être marquer 70 buts cette saison à un seul tir à 5 contre 5 quand il joue contre toi sur la glace, c'est un excellent travail de la part de Nick Suzuki. Il fait ça, encore une fois, avec d'autres jeunes joueurs à ses côtés sur les ailes et il fait un travail phénoménal. C'est le capitaine de la formation et ce capitaine-là est bien mérité pour Nick Suzuki. Donc, je suis moi aussi maintenant convaincu que l'attaquant le plus important du Canadien de Montréal est Nick Suzuki. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce palmarès-là, et quand on le compare aux défenseurs, au palmarès des défenseurs que vous avez effectué il y a quelques semaines, je vous le disais, c'est que d'abord, la première chose, c'était le nombre de personnes qui ont reçu des votes. Ça, on en a déjà parlé. Je voulais attendre que le top 5 soit terminé avant d'aborder le prochain sujet, les deux prochains sujets. La première chose, c'est qu'il y a, on peut dire, trois groupes. Suzuki et Slavkovski sont dans un groupe. C'était très proche. C'était pas si proche que ça entre Suzuki et Slav, mais ils étaient loin devant les deux prochains. Après ça, Caulfield et Dak sont dans un autre groupe, très loin devant les autres. Et finalement, tu avais Newhook, Roy et le fameux premier choix que le Canadien va peut-être obtenir. Ça, c'est la première chose. C'est de vraiment, là, il y a une hiérarchie établie. Suzuki, Slavkovski, Caulfield, Dak, Newhook, Roy, potentiel premier choix au prochain repêchage. La deuxième chose, c'est que quand on regarde les joueurs qui étaient dans le top 5 des défenseurs, seul Caden Goulet est non seulement un défenseur établi, mais un jeune défenseur établi. Parce que l'autre défenseur établi qui était dans le top 5, c'était Mike Madison, qui risque probablement de ne plus être à Montréal lorsque le Canadien va avoir des aspirations. Les trois autres étaient des défenseurs qui ont 0 match d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Lane Hudson, David Reinbacher et Logan Mailloux. Et donc, c'est signe que la défense, c'est peut-être plus prometteur, mais c'est plus suspect, si je peux me permettre ainsi, au sens où on est loin que ce soit arrivé. Pour ce qui est des attaquants, c'est tout le contraire. Tous les attaquants du top 5 ont au moins joué dans la Ligue nationale de hockey, mais il n'y a aucun espoir dans le pipeline qui vous excite au point de les placer là-dedans. Donc, moins de profondeur, moins de joueurs à venir, mais les joueurs qui sont là sont déjà établis dans la Ligue nationale de hockey. Peut-être moins de upside, peut-être moins de plafond élevé pour les attaquants, mais plus de certitude, puisque ces gars-là ont tous disputé des rencontres dans la Ligue nationale de hockey. Ce sont mes conclusions lorsque je compare votre top 5 des attaquants versus votre top 5 des défenseurs. Donc, Joshua Roy, Kirby Dach, Cole Caulfield, Juraj Slavkovski, Nick Suzuki, vos 5 attaquants les plus importants dans la hiérarchie du Canadien de Montréal. Vous, est-ce que vous avez voté? Si vous n'aviez pas voté, d'abord, soyez sûr d'aller suivre mon compte Twitter @MaxVanout. Et sinon, joignez-vous au groupe Facebook Tomboy Max Sport et Culture Pop. C'est là que je pose certaines des questions également pour cette chaîne YouTube. Donc, vous voulez participer au vote lors d'une prochaine vidéo de ce type-là, suivez-moi sur ces plateformes-là. Et sinon, si vous n'avez pas voté, laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez du top 5. Est-ce que vous êtes d'accord avec celui-ci? Pas d'accord? Est-ce qu'il y a des attaquants qui n'ont pas encore joué de match en haut que vous pensez qui auraient mérité des votes? Et que pensez-vous des commentaires que j'ai faits dans cette vidéo-là? N'hésitez pas à laisser savoir à votre boy dans les commentaires. Alors, voilà pour aujourd'hui. On se reparle lors d'une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous et on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!